Une amitié tumultueuse liait Louis II au compositeur Richard Wagner. S'appuyant sur les plus récents progrès de l'image animée, le film Richard et Ludwig représente l'une des rencontres les plus importantes de l'histoire culturelle européenne. Seul Wagner a réussi à faire vivre le monde imaginaire et romantique du roi dans son œuvre musicale. Il était une fois un roi qui s'appelait Ludwig. Il aimait son pays aux montagnes blanches et bleues, et ce pays l'aimait. Et tout serait allé pour le mieux si le roi n'avait pas donné son cœur à un homme qui savait manier en magicien les sons et les paroles, au point de faire perdre la raison aux hommes. Richard, c'était le nom de ce magicien, vivait dangereusement. Fuyant ses créanciers de Riga, il avait failli périr dans une tempête en mer. Mais la musique du vaisseau fantôme, que lui avaient alors inspiré les éléments déchaînés, a résisté à toutes les tourmentes. Le bruit des vagues était bien plus doux dans le beau pays au pied des montagnes, où le fils du roi, le beau Ludwig, se préparait à sa vie de souverain. Adolescent déjà, Ludwig préférait dialoguer avec les héros de légende, plutôt qu'avec les gens de son entourage. Il aimait surtout se retrancher dans le farouche château fort de Schwanenburg, le château du cygne que son père avait fait construire sur un rocher surplombant le lac. Là, face aux montagnes, Ludwig pouvait se perdre en rêve dans l'histoire fabuleuse du chevalier au cygne, Lohengrin, donné à l'opéra de la capitale. Cette histoire allait changer la vie du prince. La musique surnaturelle qui accompagnait le chevalier au cygne dans l'opéra de Richard frappa le jeune Ludwig en plein cœur. Une nostalgie ineffable s'empara de lui. Où était le compositeur capable de créer de tels mondes avec des sons? Il fallait que Ludwig le trouve, car cette époque ne pouvait qu'être néfaste au créateur de la trempe de Richard. Tandis que Ludwig essayait devant un miroir son costume de chevalier, Richard était traqué par la loi sur les routes du monde. Avis de recherche. Richard Wagner, ci-devant chef de musique à Dresde, est l'un des principaux représentants du Parti révolutionnaire, recherché pour sa participation aux émeutes de Dresde, aurait l'intention de se rendre de Zurich en Allemagne. Au cas où il franchirait la frontière, le portrait ci-joint permettra de s'assurer immédiatement de sa personne.
Richard entendait briser le pouvoir des lois, mais il luttait aussi pour une révolution dans l'art. Emportant avec lui les audacieuses innovations de son Tannhäuser, il se réfugia à Paris. Mais ces fervents pèlerins ne furent pas du goût des Français. Tannhäuser reçut un tout autre accueil lorsqu'à Munich, au Théâtre Royal, il pénétra dans le Venusberg sous les yeux de Ludwig. Là, pas de quolibet, pas de sifflet. Tout juste des soupirs réprimés, émanant du seul occupant de la loge royale. Mais voilà que le père de Ludwig, qui régnait sur ce pays au pied des montagnes, vint à mourir.
et que Ludwig, prince héritier, âgé de 18 ans seulement, dut se préparer au couronnement. Mais Ludwig restait sourd aux ovations de ses nouveaux sujets. À peine les cérémonies du couronnement étaient-elles terminées, qu'il envoyait son secrétaire à la recherche de Richard. Ce qui l'agitait, c'était la question posée par Richard dans l'un de ses livres. Se trouvera-t-il le prince qui me déchargera du poids écrasant de la vie matérielle? Telle cette pierre ardente, le roi brûle du désir de voir le poète et le compositeur qui a créé Lohengrin. Richard crut d'abord que les esprits de l'enfer voulaient se moquer de lui. Puis il commença à comprendre ce que cela signifiait. Un prince allait le délivrer de tous les tracas de la destinée. Majesté chère et gracieuse, ces larmes de céleste émotion, je vous les adresse pour vous dire que désormais, les prodiges de la poésie ont pénétré comme une réalité divine dans ma pauvre vie assoiffée d'amour. Et cette vie dorénavant vous appartient, mon jeune roi plein de grâce. Disposez-en comme de votre bien. C'est dans le ravissement extrême que je suis votre sujet fidèle et véritable. Richard Wagner. Ce qui débute alors est une grand-messe de l'amour, une ritournelle de serments enivrés, un assaut furieux de déclarations enthousiastes et pompeuses. Flambeau de ma Mon vie, prodige de beauté que j'adore. toi mon unique que j'aime avec ardeur, Suprême nostalgie de ma vie. essence unique et totale de ma félicité, Mon plus beau, mon suprême réconfort. être sublime et saint. Le seul motif réel de vivre est pour moi le merveilleux amour qui du cœur de mon royal Je ami, remercie Dieu comme à le genoux giron de Dieu, de ce répand qu'il sur m'a moi placé à cette sa hauteur rosée et féconde en doté moi du pouvoir de nouveaux royal, germes de vie. afin que Et j'abatte le créateur sans de cette pitié vie nouvelle est tout ce qui uniquement fait mon ami obstacle plein à la de grâce, réalisation du le but. sauveur qui me conduit à cette J'ai religion senti nouvelle si j'ai qui reçu fait de naître Dieu en en mon cette sein vie ce une pouvoir seconde, bienvenu, une nouvelle vie, cet éclat de celle la qui dignité n'attend nulle royale, mort. cette aura de Salut à majesté, toi, c'est mon oint du uniquement Seigneur, pour être à mon même prophète sans d'accomplir en parole. tout votre volonté. Salut à vous, mon roi, pour mon maître, anéantir d'un clair infinie bénédiction en l'amour, gratitude d'éternel délice à l'aimer, vous l'essence même du sacré. et le plus beau des grands, je me jette Nul à vos être pieds, au monde me ne vous jette aime sur votre avec cœur. autant d'enthousiasme et de ferveur que je vous aime. 1000 salutations d'un cœur saignant d'amour. Je l'écris là, fidèle jusque dans la mort. Salut à vous, Sauveur, Dieu sacro-saint. Salutations et bénédictions des tréfonds de mon âme. Voici mon cœur prosterné à vos pieds. Pardonnez-moi de ne pouvoir point trouver aujourd'hui un don plus noble. Je reste jusque dans la mort, jusque dans l'empire de la nuit des mondes, fidèlement vôtre. Ludwig. Je reste jusqu'au-delà de la mort, avec fidélité et amour, votre Richard Wagner. Mais ce n'était pas qu'avec des mots que Ludwig et Richard célébraient leur amitié. Ils y joignaient des actes, et ces actes allaient être inoubliables. Ludwig offrait et donnait, payait et orientait. Richard encaissait ce qu'il recevait. Il prenait et empochait. Mais Richard fournissait aussi les visions dont Ludwig avait besoin pour fuir la corvée du gouvernement et mettre en œuvre ses propres rêves.
Un bourg comme celui de Tannhäuser, au-dessus de l'étang du Cygne. Un château féerique entre les montagnes. Un autre posé sur une île du lac. Et le pays au pied des montagnes devint de plus en plus nettement le pays de Ludwig. Mais l'époque n'était pas favorable à ces escapades originales. Le mécontentement grondait, parce que le jeune roi se refusait à aimer son peuple, négligeait les affaires du royaume et sacrifiait sa fortune aux caprices d'un artiste. Mais ce qui surtout contrariait les gens de la capitale, c'est que le favori du roi, ce compositeur venu de l'Est, enfreignait les règles de la morale. Derrière le dos de Ludwig, Richard avait érigé un second hôtel, dédié à Cosima, la femme de son ami Hans von Bülow, le chef d'orchestre qu'il avait choisi pour faire retentir les plaintes de Tristan. Dans la maison au bord du lac, non loin de la capitale, le drame allait suivre son cours. Ô délices plein de perfidie, ô bonheur promis à la tromperie. Ces paroles de Tristan auraient pu être reprises par le mari trompé Hans, mais aussi par Ludwig, qui connaissait désormais les douleurs de l'amour déçu. Dans la capitale, le cabinet menaçait de démissionner. Les journaux appelaient à la révolte contre Ludwig et Richard. Ludwig n'avait plus le choix. L'ami qu'il aimait plus que tout et Cosima, qui était sans cesse à ses côtés, furent priés de quitter la ville. Richard n'avait qu'à se féliciter d'échapper aux tracasseries. Mais Ludwig était désespéré. Il songea même à se lier à une femme, même s'il avouait sans détour dans une lettre à Richard. Je n'aime ni femme, ni parents, ni frères. Je n'aime du fond du cœur que vous seul que j'adore. Mais il voulait montrer au monde qu'il était capable d'autre chose. Dans une sorte de défi, il se fiança donc avec sa cousine Sophie. Il entendait lui être fidèle jusqu'à la mort. Mais c'est Richard seul qu'il aurait suivi dans la mort, Richard le maître de sa vie. Une personne de plus se trouvait donc entraînée dans le malheur. À vrai dire, Ludwig et Sophie se virent fort peu. Et lorsqu'ils se rencontraient dans le jardin d'hiver sur le toit du palais de Munich, ils n'avaient pas grand-chose à se dire. Ludwig fut obligé de constater qu'il n'avait rien d'un Siegfried. Il rompit ses fiançailles et chercha la consolation dans des plaisirs à bon marché. Dans le pavillon mauresque, il s'enfermait des heures durant avec la sœur aînée de Sophie, Elisabeth, sa confidente. Mais tout cela n'était d'aucun secours contre sa tristesse intérieure. Pour un peu, Ludwig aurait renoncé à tout, ou mis fin à ses jours. Dans la grotte de Vénus, au pied des montagnes, il se laissait emporter pendant des nuits entières dans un monde d'illusoire beauté.
En hiver, il sillonnait en traîneau, comme traqué par les furies, la campagne au pied des montagnes et les décors qu'avait dressés son imagination. Ainsi passèrent des années, mais Ludwig et Richard ne s'oubliaient pas. Leur amitié enflammée et sacrée se perpétuait en dépit des tribulations, dans des lettres d'une haute spiritualité et dans des dons d'argent d'une générosité non moins grande. Mais leur relation avec le monde avait changé. Richard récoltait à présent la gloire que lui valaient ses œuvres, tandis que Ludwig, naguère aimé par tout un peuple, se trouvait de plus en plus seul. Il se dérobait au contact de ses semblables et à ses obligations de souverain. Richard érigeait son royaume artistique au nord du pays. Ludwig se retranchait de plus en plus dans ses paradis artificiels. Dans le théâtre somptueux que Richard avait fait construire, on voyait se presser chaque année les têtes couronnées et les maîtres du monde entier. Ludwig bouda les cérémonies d'inauguration, alors qu'il était l'un des grands bienfaiteurs. Il se retirait dans ses châteaux au pied des montagnes, où nul autre que lui n'avait accès. Au milieu de la pompe vertigineuse qui s'étalait en ces lieux, Ludwig espérait désormais lui aussi sa délivrance. Tout comme les chevaliers du Graal de Parsifal de Richard, il attendait qu'un glaive referme sa blessure douloureuse.
fortas, gardien du Graal. Parsifal apporte le glaive qui promet délivrance. Debout, héros, tuez le pécheur avec son tourment, alors de lui-même le Graal luira pour vous. Une seule arme vaut. La blessure ne sera refermée que par le glaive qu'il a faite. Le voile tombe. Le contenu divin du vase sacré s'embrase d'une force éclatante.
La foi est vivante. La colombe plane, doux messager du Sauveur. Il ne faut plus qu'il soit enfermé. Dévoilez le Graal. Ouvrez la chasse. Miracle du suprême salut, rédemption du Rédempteur, chante le chœur final du Parsifal de Richard. Mais la vie va son train. Lorsque Richard, afin de se reposer des fatigues du festival, franchit les montagnes pour se rendre à Venise, Ludwig lui écrit encore. Que votre vie dure encore longtemps, très longtemps. La lumière victorieuse de votre esprit, de votre inflexible énergie, a maintenant fait mordre la poussière à vos ennemis qui semblaient jadis si puissants et les a réduits à une totale insignifiance. Mais la lettre de Ludwig arriva trop tard. Sous les yeux de sa grande amie, Richard était déjà mort. Dès lors, Ludwig refusa de plus en plus résolument tout contact avec son époque et ses règles. Il maudissait tous ses devoirs de souverain et s'enterrait avec ses serviteurs dans les repères qu'il s'était construits. Sa vie et sa passion lui devenaient des supplices. Au 3e anniversaire de la mort de Richard, il inscrit dans son journal ce serment. Haine mortelle de tous les sens, jamais plus de baisers, fini pour toujours, définitivement pour la dernière fois. Il était désormais tellement brouillé avec les gouvernants que le pays s'en trouvait menacé. Inévitablement, ses adversaires se mirent à recueillir tous les motifs qui permettraient de déposer le roi ou de le mettre sous tutelle. Sa Majesté semble avoir présenté très tôt des accès d'angoisse et d'agitation intérieure. Sa répugnance à affronter les gens s'est ensuite manifestée de plus en plus ouvertement. Pour éviter la vue de qui que ce fût, au théâtre, on instaura les représentations privées que l'on sait. La même excitation précédait aussi les repas officiels de la cour. Afin de l'apaiser, 8 à 10 verres de champagne étaient d'abord absorbés. Sa Majesté ordonnait également que sa place en haut de table soit ornée de pièces décoratives, bouquets de fleurs, etc., de sorte qu'on voit le moins possible Sa Majesté. Et la musique devait être aussi la plus bruyante possible. Dans le domaine de l'imagination débordante, il faut encore noter le désir violemment exprimé par Sa Majesté de voler à travers les airs dans un char tiré par des pans, ou de construire une machine volante qui franchisse le lac alpestre vers Hohenschwangau. Quant à l'agitation motrice de Sa Majesté, on dispose des témoignages suivants. Sa Majesté est fréquemment agitée d'étranges mouvements, dansants et sautillants. Elle se tire souvent les cheveux, la barbe, la moustache.
Et elle se met souvent les bras croisés devant un miroir pour faire des grimaces. Le dossier ne fait nulle part état d'émotions normales ni de leurs expressions. Le conseiller von Ziegler a souvent entendu Sa Majesté dire qu'il serait beau de mettre le feu aux quatre coins de sa capitale, car Munich ne serait qu'un repère maudit. Et l'écuyer Hornig rapporte le vœu, fréquemment exprimé par Sa Majesté, que tout le peuple bavarois n'ait qu'une seule tête pour qu'on puisse le décapiter d'un seul coup. Sa Majesté médite souvent des heures durant pour imaginer les châtiments qu'elle entend infliger à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, lui ont manqué de respect. Les serviteurs autorisés ou contraints de paraître devant elle doivent se présenter courbés, sans avoir le droit de la regarder ni de prononcer une parole, et ils ont à se faire comprendre par signes. La moindre nouvelle contrariante ou le moindre manquement vaut souvent à son auteur une peine de cachot ou quelque autre châtiment qu'on feint d'exécuter, mais qui n'est en réalité jamais appliqué. Les capacités intellectuelles de Sa Majesté sont déjà tellement affaiblies que la moindre lucidité fait défaut, que la pensée est en pleine contradiction avec la réalité, que les actes ne sont pas libres, et que Sa Majesté, bercée de l'illusion d'un pouvoir sans limite et coupée du monde par la solitude qu'elle a voulu, se trouve au bord de l'abîme comme un aveugle privé de guide. Sur la manière dont Sa Majesté prend ses repas, pour ajouter encore cet aspect, l'on dispose du témoignage du valet de pied Mayer. Cette manière n'est ni correcte, ni appétissante, elle est répugnante. Sa Majesté projette en tous sens les sauces et les légumes et en macule tous ses vêtements. Le conseiller von Ziegler note également que la digestion pourrait bien être compromise par le fait que Sa Majesté n'a plus dans la bouche une seule dent qui lui permette de mâcher. On peut comprendre qu'après de telles accusations, les hommes politiques aient cru avoir le droit d'intervenir au nom du peuple. Pour Ludwig, ce fut tout un monde qui s'écroulait. Chassé du plus haut degré de la vie et jeté dans le néant. C'est une vie perdue. Je ne le supporterai pas. Qu'on m'ôte la couronne, je pourrais m'y résigner, mais qu'on me déclare fou, je n'y survivrai pas. Je ne saurais supporter d'être traité comme mon frère Otto, que le moindre gardien peut commander, et qu'on menace du poing lorsqu'il n'obéit pas. Donc Ludwig se barricade dans la salle du trône de son nouveau château du cygne, Neuschwanstein. S'il ne doit plus être roi, du moins entend-il sauver le Graal et le trésor que lui a confié Richard, les arracher aux griffes de la racaille de la capitale et les emporter avec lui au-dessus des nuages. Rédemption du Rédempteur. Mais l'horreur suit son cours.
Majesté, ouvrez-nous! Ouvrez! Votre Majesté doit se retirer au château de Berg. Ce qui se passe alors au bord du lac, non loin de la capitale, a beaucoup occupé les esprits dans le pays au pied des montagnes. Ludwig a-t-il entraîné son médecin dans la mort? Ou bien ont-ils été tous deux victimes d'un crime? Quoi qu'il en soit pour Ludwig, ce fut la délivrance. Jadis, il avait délivré et sauvé Richard. À présent, il pouvait enfin suivre son ami. Il pouvait laisser derrière lui tout ce que le monde lui avait imposé. L'eau le lavait de toute souffrance, de toute saleté, lui rendait sa beauté de jadis. Le médecin qui ouvrit son crâne crut bien y déceler que Ludwig aurait inévitablement sombré dans la démence. Mais nous savons une autre vérité. Nous avons vu Ludwig émerger des eaux avec un doux sourire et, apparition rayonnante, trouver sa place dans le cœur des hommes. Son esprit, lui, s'est élevé intact au-dessus des nuages jusqu'à Richard, et il a été accueilli dans la joie. Car il n'était pas seulement porteur du Graal, mais aussi du trésor des Nibelungen. Et le conte s'achève ainsi par le miracle du salut suprême. Ludwig et Richard, l'or et le génie, enfin réunis, éternel bonheur.